Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de différentes choses. Vous avez la première du titre, mais globalement, c'est surtout le LUFS, le volume et la dynamique. On va parler de plusieurs choses, et notamment de la dynamique. On en a parlé avec tout le côté un petit peu intéressant, c'est-à-dire de parler un petit peu de ce qui était au niveau des fichiers de musique, au niveau de l'amplification, ce qui était l'amplification globalement d'un fichier, et pourquoi il n'y a pas besoin forcément d'autant, du moins dans l'écoute. Et justement, on va aller un petit peu plus précisément dans un truc qui est assez bordélique, qui est donc le LUFS, qui est une normalisation du volume, mais ça a aussi un petit impact aussi sur la dynamique, mais vous allez voir qu'il est minime, et que c'est ça que dans des cas spécifiques, où il peut y avoir une limite et encore. Du coup, on va commencer avec le LUFS. Quelque chose que vous avez peut-être déjà vu sur certains articles parlant de LUFS. En fait, c'est une normalisation du volume sonore entre toutes les pistes. C'est quelque chose qui est venu après la Loudness War, et on en reparlera, je vous l'assure, qui était en fait un problème où beaucoup de mixeurs, beaucoup de mastering, d'éditeurs, se sont amusés à compresser à mort les morceaux, ce qui les rendait beaucoup plus forts, et comme on a cette sensation que quand c'est plus fort, c'est mieux, eh bien, il y a eu un abus, ce qui a détérioré un nombre de morceaux impressionnant, et avec l'arrivée du MP3, qui était déjà aussi bien compressé sur ses premières versions, eh bien, ça a fait un mélange qui était absolument médiocre, c'est pour ça que beaucoup d'audiophiles ne jurent que par le FLAC ou par le 24 bits, entre autres à cause de ce mélange de ces deux nouveautés qui arrivaient dans les années 2000, et qui, malheureusement, a créé tout ce bordel. Du coup, il y a une nouvelle norme qui est arrivée, qui s'appuie notamment plus au-dessus des 2 kHz, si je dis pas de bêtises, et qui s'appelle le LUFS, Loudness Unit Full Scale, qui est donc mesure de la compression, de la loudness, du coup, du volume perçu de la piste audio. Il prend en compte la façon dont l'oreille humaine perçoit le son, ce qui signifie que deux pistes peuvent avoir des volumes techniques différents, mais l'une peut sembler plus forte en raison de son contenu en fréquence et de la façon dont nos oreilles le perçoivent. L'idée surtout du LUFS, en gros, c'est surtout qu'on a à peu près la même chose pour tout le monde, c'est-à-dire que quel que soit le morceau que vous écoutez, la différence sera extrêmement faible, voire nulle. Il n'y aura pas besoin de retoucher le morceau. Vous avez peut-être déjà eu ça sur certains morceaux, et par exemple, je vous invite à écouter, alors que je dise pas de bêtises, c'était sur Deezer, en tout cas pour moi, vous avez deux morceaux qui montrent des différences de gestion dans le mixage, et ce qui fait que vous n'aurez pas forcément l'envie de mettre au même volume. Vous avez ces 3 nuits par semaine. Vous avez deux morceaux ici. Celle de la version de Unita de 96 et la version de 85 de base. Vous allez voir que si vous l'écoutez, vous n'aurez pas la même chose, vous n'avez pas la même dynamique, et ce qui fait que aussi, du coup, vous n'avez pas la même base audio, et ce qui fait que vous aurez peut-être envie de mettre un peu plus de puissance dans le premier morceau. C'est quelque chose qui a créé beaucoup de différences entre les morceaux et entre les styles, et ce qui fait que derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, il y en a pour qui ça détruit un peu les oreilles. On va parler d'une autre chose aussi, alors pareil, je maîtrise un peu moins. Si jamais vous êtes mixeur ou quoi que ce soit, vous avez des choses un peu plus précises sur l'impact que cela a dans votre mixage, je suis intéressé, parce que c'est quelque chose, et je le dis, le sujet, il est complexe, il est assez, pour moi, opaque. Je reste qu'un amateur qui s'y intéresse de loin, et je me suis un peu aidé pour pouvoir mettre ça en avant, mais ça reste compliqué. On a le Tropic, qui est en gros un système qui permet de dire, et c'est ce qui va être expliqué ici. Donc le Tropic, c'est une mesure du niveau de crête d'un signal audio, donc en gros un peu le côté maximum. Il prend en compte les crêtes inter-échantillons, ce qui signifie qu'il donne une représentation plus précise de la hauteur maximale que votre audio peut atteindre sans causer de distorsion ou de problème lors de la conversion du numérique à l'analogique. En gros, quand vous avez des morceaux vraiment beaucoup plus forts, vous avez ce truc-là en fait qui va être un peu différent de ce que j'ai vu entre les plateformes de streaming, et qui va autoriser un volume maximum, c'est-à-dire dans un morceau, on va avoir notre norme de moins 14 dB, et en plus de ça, on a une norme de volume maximum, en gros, de dynamique maximum, en gros, c'est un peu la même idée, j'ai l'impression, du coup, pour que, justement, lors du mixage, que tout rentre dedans. Ça a l'air quand même d'être assez large pour que la plupart des morceaux rentrent dedans, et on va voir ça un peu plus bas, mais ça peut avoir quand même, dans certains cas, une limite qui peut être quand même présente sur la plupart des sites de streaming. En termes de simple, si le LUFS est une mesure du paysage sonore global de votre piste, le True Peak serait le sommet de la montagne dans ce paysage.
On va voir un petit peu plus précisément. Alors ça d'ailleurs je l'ai mis, c'est censé être d'abord ça, pour parler un peu de la crête qui est indiquée ici. Donc c'est le point le plus fort ou le plus élevé du signal audio. Le true peak, en revanche, est une mesure plus précise qui prend en compte les crêtes inter-échantillons, ce qui donne une impression... Ah bah non, je l'ai juste copié-collé, je crois. En d'autres termes, le true peak est la limite maximale autorisée pour éviter... Voilà, donc en gros, c'est juste redit. Mais, lors de la masterisation audio, l'équilibre entre le LUFS et le true peak est essentiel. Le true peak garantit que votre piste ne sera pas écrétée, donc c'est-à-dire qu'elle ne dépassera pas le niveau maximal sans distorsion ou altération ou quoi que ce soit, tandis que le LUFS garantit que votre piste sera cohérente avec d'autres sorties commerciales en termes de compression. Cela signifie que votre piste ne sonnera pas beaucoup plus silencieuse ou plus forte que les autres dans une playlist. C'est ce que je disais avant, justement. Donc le fait qu'on n'ait pas de différence quand on passe d'un morceau à un autre et qu'un autre va nous péter les oreilles parce que justement il n'y a pas cette norme-là. C'est quelque chose qui est très important aujourd'hui parce que ça fait partie de ces problèmes de santé qu'il peut y avoir avec les oreilles et c'est comme ça qu'on peut les abîmer. Alors, j'ai tenté de voir pour trouver un exemple de chanson avec sa dynamique et le niveau LUFS exact, mais c'est complexe. Comme je l'ai dit, c'est assez complexe, et même en cherchant un peu avec une IA, etc., il a trouvé des petits trucs, mais c'est un peu compliqué. Donc là, pareil, c'est... Je peux pas dire si c'est fiable à ce point-là, c'est plus après que ce sera intéressant. Ici, c'est plus une espèce d'entrée en matière, sans être sûr que ce soit ultra fiable. Je tiens à le dire. Donc l'exemple de la symphonie numéro 9 de Beethoven, souvent connue de Ode à la joie, donc très connue. Cette pièce est célèbre pour sa large gamme dynamique, avec des passages qui vont du très doux au très fort. La dynamique de cette symphonie pourrait facilement dépasser 40 décibels, ce qui est considérable pour une œuvre musicale. Et oui, c'est considérable. Je vais vous montrer un autre cas, d'ailleurs, où je trouve que c'est déjà très important. En termes de LUFS, si cette symphonie était masterisée pour une diffusion streaming, elle pourrait être ajustée pour atteindre un niveau moyen autour de -23 LUFS. Cela permettrait de maintenir une certaine dynamique tout en assurant que le volume perçu reste confortable pour l'auditeur. Alors, il y a un petit passage que j'ai enlevé, apparemment c'est censé être géré par la plupart des sites de streaming. Moi, de ce que j'ai vu, le seul qui soit autour des -23, c'est Qobuz. Alors, la réalité dans tout ça, qu'est-ce que ça impacte ? J'ai fait un petit peu, d'ailleurs, un petit test sur d'autres morceaux, voir si, justement, je pouvais entendre une différence de dynamique. Je ne l'ai pas ressenti. Alors, j'étais pas forcément avec les meilleures enceintes du monde, néanmoins, je n'ai pas ressenti ce problème-là. Ce problème de dynamique. Autre chose, pour parler de dynamique, avant d'entrer pleinement dans le vif du sujet. J'ai comparé un petit peu diverses choses, on le verra un petit peu en dessous, et j'ai fait aussi l'écoute de quelque chose en fait qui était quand même bien dynamique. J'ai deux cas, si vous voulez voir quelque chose de très dynamique. Vous avez... Alors moi j'aime beaucoup cette musique de Pirates des Caraïbes, qui a été faite par Hans Zimmer, Davy Jones, avec le petit machin, j'ai même plus l'instrument, et après ça part vraiment dans un côté très épique. La différence de volume est quand même importante quand vous êtes avec des enceintes, et qu'on a le début, on se dit bon on va augmenter parce que c'est pas assez fort, et puis on se retrouve avec quelque chose qui va nous prendre beaucoup de puissance. Des intras, c'est encore pire. Ça peut vraiment vous péter les oreilles. Donc, par exemple, pour dehors ou pour des intras, c'est pas forcément adapté. Et c'est dans ces cas-là, par exemple, que quelque chose qui est trop dynamique, on va le voir en dessous, peut ne pas être adapté. Vous avez Norman aussi, de Steven Price, du film Fury. Vous avez dans la description, si jamais, la playlist classique, qui, pareil, elle est à 12 décibels de dynamique. De dynamic range, voilà. Le dynamic range, la portée dynamique, c'est 12. Donc ce qui est très bon, sachant que Deezer, c'est entre 14 et 16 de LUFS, et c'est au-delà de 9 décibels, de 9 de portée dynamique. Vous avez autre chose, vous avez aussi The Landing de Justin Hurwitz, du film First Man, excellent film aussi au passage, et qui est aussi à 12, et enfin non, lui il est à 10, et il y en a d'autres qui sont à 12. Et on va voir que le fait que, et on va revenir à ça, qu'on parle de dynamique, oui, il faut un maximum de dynamique, etc., ça veut pas dire grand-chose. On va en reparler après. Il est important de noter que le processus de mastering pour atteindre un niveau de LUFS spécifique peut réduire la dynamique originale de la pièce pour s'adapter aux standards de la plateforme de diffusion. Cela signifie que même si la symphonie numéro 9 a une grande dynamique naturelle, le niveau de LUFS cible pourrait entraîner une compression de cette dynamique pour normaliser le volume sonore. C'est un compromis que les ingénieurs du son doivent souvent faire pour équilibrer l'expressivité de la musique et les exigences techniques de la diffusion audio moderne.
Alors j'ai toutes les sources, je vous les mettrai en description, toutes les sources sur lesquelles ça s'est appuyé pour créer un peu tout ça. Donc après, ça pourra vous permettre aussi de vous faire votre propre idée par rapport à tout ce qui est dit. La dynamique en réalité. Alors, un petit rappel déjà. Donc la dynamique, c'est le rapport entre le son le plus faible et le son le plus fort qu'un musicien peut produire. Techniquement, encore une fois, quelque chose qui va vraiment, je trouve, sauter aux yeux, c'est Davy Jones, parce qu'on va avoir quelque chose qui est vraiment très faible au départ, et ça va monter énormément en puissance après, dans la phase où on est vraiment dans le côté épique. Et là, on peut parler d'une dynamique, et pourtant, on n'est pas dans une très très grosse dynamique. On va en reparler après, justement, parce qu'il me semble que je l'ai noté un peu plus bas. Donc, voilà. Donc, il y a déjà ça, on y file la dynamique et l'écart, voilà, bon, bref. Les limites de l'oreille humaine. Donc l'oreille humaine peut percevoir de 0, donc ça c'est pareil, c'est un rappel de ce qu'on a vu, entre 0 et 130 décibels. C'est le seuil de douleur. Mais déjà, donc, en dessous de 80 décibels, on n'a pas de risque. Mais à plus de 85 décibels, ça peut agresser, entraîner sur le champ ou au cours des années qui suivent des acouphènes, voire une surdité. On peut vraiment endommager ses oreilles au fur et à mesure du temps, au-delà de 80 décibels sur des très longues sessions à être au-dessus, mais au-delà de 85, on peut réellement les endommager avec des surdités, ou même aussi des problèmes d'acouphènes, des problèmes de... soit on va être plus sourd, soit on va entendre plus de choses. On peut vraiment se les abîmer. Ce qui fait que, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dynamique au maximum, vraiment de quelque chose de bien optimisé, ça va être entre 30 et 80 décibels, peut-être un tout petit peu plus pour les studios. Mais en réalité, on a à peu près 50 décibels de marge dans des conditions purement optimales d'écoute. Ce qui est pas grand-chose en réalité, en comparaison des fichiers de musique qui nous parlent de 90 décibels, de 120, etc. Donc en fait, on est beaucoup plus réduit que ça. Petite chose en supplémentaire, on peut accepter d'avoir un petit peu plus que 80-85 sur des temps extrêmement courts pour le côté harmonique, etc. Mais c'est très très court et c'est pas quelque chose qu'il faut répéter tout le temps non plus. Qui sont sans danger, mais il faut que ce soit vraiment très très court. Petite chose aussi qui est remontée. Donc la plage dynamique pour l'audio analogique se situe entre 50 et 60 décibels pour le côté analogique. Donc le côté vinyle en gros. Vinyle ou cassette. Même cassette, je crois que c'est moins que ça en plus. Et l'audio numérique, c'est donc aux alentours de 20 bits, on est à 120 dB. Donc c'est ce que je disais. Donc voilà. Alors après, ensuite, pourquoi la dynamique est limitée sur les morceaux? Alors on va voir un petit peu à quel point c'est limité et pourquoi. Parce qu'il y a aussi cette idée-là. Donc déjà, un volume constant facilite l'écoute dans des environnements bruyants ou lors d'activités comme la conduite ou le sport. Déjà, il y a ça. La plupart des gens qui vont écouter de l'électro, du rap, de la pop, bah ils vont pas être chez soi sur un système d'enceinte posé dans le canapé. Non, ils sont avec des casques, ils sont en train de bouger, ils sont dans le train, ils sont dans leur voiture, ils sont en train de faire leur sport, ils sont avec des écouteurs de merde, etc. Donc déjà, il y a une première chose. La compatibilité, donc là c'est ce que je viens de dire en fait, hein. Donc avec des écouteurs assez basiques, des casques à réduction de bruit, des trucs en général, ils utilisent rarement le Sennheiser à 400 balles, le casque ouvert, etc. On va être plus sur des True Wireless qui sont à 100 balles et qui sont déjà pas terribles, donc il faut que aussi que ça fonctionne bien dessus. Quelque chose de trop dynamique pourra mal sonner dessus. Là, la Nesswar, donc ça pareil, on fait un petit rappel dessus. Donc c'était la compétition pour attirer l'attention de l'auditeur, donc qui a conduit à une augmentation du volume moyen des chansons, réduisant ainsi la plage dynamique. La préférence d'écoute, les auditeurs modernes ont tendance à préférer des niveaux de volume plus constants, en particulier dans les genres de musique populaire. Donc un exemple, alors pour la Loudnesswar, on va prendre ça. Donc en gros, hop. Alors ça, je regarderai ça plus tard, mais tant que je suis dessus. Alors, ce que je vais faire... Alors, je parle dans le vide. Donc là, il parle du son de base et de la compression de la Loudnesswar qui a été fait de façon extrême ici. Donc on prend un exemple extrême. Donc là, on a le morceau original. Là, ce qu'il va faire, du coup, hop, il va aller, donc, il veut avoir ce taux-là, en fait, de compression, il va prendre juste une partie du son, et il va l'augmenter. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va sonner plus fort, donc attention à ça. Et ensuite, donc là, il a agrandi, en fait, ce spectre sonore, et il a enlevé toutes les harmoniques.
Qu'est-ce qui va se passer derrière? On va l'entendre tout de suite. Le fait que ce soit comme ça, donc il a normalisé le volume pour que ça parte du même endroit, pour être sûr que justement on n'ait pas une différence trop grande et que ça ne pète les oreilles, mais au même volume, on va entendre le problème étant que toutes les harmoniques sont parties, on n'a plus le côté percutant, on n'a pas quelque chose qui est dynamique, et du coup ça devient mou et chiant. Donc c'est ça qui a créé, la Laonessoir a créé ce problème-là. Donc, en termes techniques, une différence de dynamique, une dynamique de 10 décibels ou moins signifie que la différence entre les passages les plus forts et les plus doux d'une chanson est relativement faible. Cela peut rendre la musique moins expressive, mais elle est souvent perçue comme plus radio-friendly et facile à écouter dans divers contextes. Alors ça, on verra justement, ça peut la rendre moins expressive, mais c'est pas forcément le cas. Et ça, on va le voir juste après. Parce que c'est un intérêt aussi pour nous, consommateurs. Et après, c'est juste que les mixeurs, aujourd'hui, ils ont beaucoup de choses pour s'aider en termes de plugins pour arriver à ce que la musique soit toujours très jolie à écouter. Par exemple ici, donc là, ce que j'ai demandé, c'est à quel point ça peut varier, et il faut expliquer tout ça selon les styles. Par exemple, pour la musique classique, elle est souvent célébrée pour sa vaste gamme dynamique, qui peut être considérée comme l'équivalent sonore d'une palette de couleurs riche et variée, bref. Ok. Prenons l'exemple d'une symphonie classique. La dynamique peut facilement varier de très doux, pianissimo, à très fort, fortissimo. Donc ça, c'est quelque chose qui est utilisé lorsqu'on écrit tout ça. Avec des écarts pouvant atteindre 40 décibels ou plus. Cela signifie que les moments les plus forts peuvent être jusqu'à 100 fois plus puissants en termes de pression sonore que les moments les plus doux. C'est gigantesque. C'est-à-dire que c'est pas sur un casque qu'on va pleinement profiter. Parce que encore une fois, c'est toujours 2 fois plus puissant, etc. à chaque décibel. C'est extrêmement grand. Donc dans des conditions optimales, on pourra entendre toutes ces différences, ce côté très doux et très fort. Mais on est déjà dans un cas un peu plus particulier. Du coup, pourquoi c'est important d'avoir une telle dynamique dans la musique classique? Donc ça permet à la musique de respirer, de prendre du relief, de déclencher une réaction émotionnelle et profonde chez l'auditeur. La dynamique conduit à une richesse sonore qui fait partie intégrante de l'expérience d'écoute. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. En revanche, si nous comprimions cette dynamique, comme c'est souvent le cas avec de la musique populaire pour obtenir un volume plus constant, nous perdrions une grande partie de cette expressivité. La compression audio réduit la distance entre les amplitudes les plus élevées et les plus faibles, créant un son plus équilibré mais aussi plus plat. Dans le cas de la musique classique, cela pourrait signifier que les nuances subtiles et les transitions dramatiques qui donnent vie à la composition seraient atténuées ou perdues. La surcompression, ou là c'est marqué overcompression, peut rendre la musique classique moins vivante et moins capable de toucher l'auditeur de manière significative. Parce que oui, c'est ce côté-là, on a vraiment une dynamique qui fait partie intégrante de la musique classique, c'est le cœur du truc. Quand on a quelque chose qui va être très vivant, ça va se ressentir. Les petits exemples que je vous ai donnés ici, donc on a Norman Fury, encore une fois, c'est pas forcément les meilleurs choix, mais ça montre déjà une belle gamme dynamique en soi, quelque chose qui va être très vivant, et quand vous avez le système pour déjà, vous en profitez plutôt bien. Donc là par exemple, j'ai pris des morceaux que j'ai extraits de Deezer, c'est pas bien tout ça, mais j'ai extrait de Deezer, et du coup, alors, par exemple, Time de Inception, qui est une musique qui est incroyable, où on se dit quand même, je me suis dit comme ça qu'elle pouvait être quand même assez dynamique, il y a quand même quelque chose d'assez doux, ça monte en puissance, et elle a 7 décibels. Hans Zimmer, David Jones, elle en a 10. Pareil, The Landing, 10. Norman de Fury, de Steven Price, 12. Est-ce que pour autant j'en ai une gestion différente? Non. Parce que, en fait, elles ont été bien mixées. Donc même si on a des différences qui sont déjà importante entre ces 4 morceaux, on a quelque chose qui est dans tous les cas très joli, parce que ça a été bien fait. Alors après, peut-être qu'il y en a qui ont mieux que ça, hein, mais ici, en tout cas, c'est ce qu'on a. Si d'ailleurs vous avez vos propres fichiers, je vous invite à aller utiliser le logiciel TTDR Offline Meter 1.4, qui est donc le logiciel qui permet de tester de façon gratuite la dynamique de ces fichiers. Vous avez la dynamique, le RMS et le tropic. Donc déjà, on a ça. Ensuite, pour le jazz, on est plus sur une dynamique d'environ 20 décibels, avec des variations subtiles entre les passages les plus doux et les plus forts. Il n'y a pas besoin forcément d'autant, mais ce qui fait que ici, le jazz, alors c'est pas ce que j'écoute le plus, mais pareil, je me suis dit que c'était quand même quelque chose qui était important de savoir, parce que le jazz, c'est beaucoup apprécié des audiophiles, de par le côté assez dynamique de cette musique-là, là-dessus.
Le jazz est une musique d'expression et d'interaction, où les musiciens communiquent souvent à travers des nuances subtiles. Une dynamique modérée permet une meilleure interaction entre les musiciens et une plus grande expressivité dans les solos improvisés. Au niveau de l'enregistrement et de la reproduction, historiquement, les limitations techniques des premiers enregistreurs et la qualité de reproduction sonore ont influé la dynamique des enregistrements de jazz. Les musiciens devaient jouer à des volumes qui pouvaient être capturés efficacement par l'équipement de l'époque. L'essence du swing. Le swing, un élément central du jazz, repose sur un équilibre délicat entre prévisibilité et surprise. Une dynamique extrême pourrait perturber ce fragile équilibre, rendant le swing moins efficace. En effet, si on a quelque chose d'un petit peu doux et que ça part un petit peu trop fort, bah du coup c'est très désagréable pour l'auditeur et il va moins bien apprécier. Alors que le fait qu'on ait quelque chose de dynamique et un peu plus compressé va permettre d'apprécier cette transition sans que ce soit trop percutant pour l'oreille, on va dire ça comme ça. Les contextes de performance, les lieux où le jazz est traditionnellement joué, comme les petits clubs ou les salles de concert, favorisent une dynamique plus intime et contrôlée pour une expérience d'écoute plus agréable. Donc ce qui fait que pareil, on ne peut pas avoir une aussi grande qualité que du classique, parce que bah pareil, là où c'est joué, ça a cet impact-là. Du coup, il y a aussi une préférence culturelle. Le jazz reflète souvent les préférences culturelles de son public. Une dynamique modérée est appréciée pour sa capacité à créer une ambiance détendue et accessible. En somme, la dynamique de 20 décibels dans le jazz n'est pas une limitation, mais plutôt une caractéristique stylistique qui sert à l'expression musicale et l'expérience d'écoute dans ce genre. Elle contribue à l'atmosphère unique et à l'expérience immersive que le jazz offre à ses auditeurs. Maintenant, on va parler un petit peu d'autres choses, de ce que j'ai un petit peu pour tester. Alors, la musique électronique. Du coup, la musique électronique, c'est environ 10 décibels. Donc, elle peut avoir une dynamique limitée en raison de l'utilisation intensive de la compression pendant le processus de mixage et de mastering. Encore une fois, il faut que ce soit facilement écoutable. Le fait d'avoir une trop grande dynamique, ce ne sera pas apprécié parce que la plupart des gens, ils n'ont pas des appareils de ouf pour écouter ça. Et on veut écouter ça. Mais on a des très beaux morceaux. Road de Mirapolis, c'est un super morceau, il est extrêmement bien mixé, il est très joli, alors il est très particulier aussi, mais il est très joli. Vitalik, DJ français, Pony Part One, j'adore ce morceau, il a 6 de dynamique, 6 dB. Darude Sandstorm, le petit classique, 6. On va en parler après dans la conclusion de est-ce que c'est vraiment important de savoir la dynamique d'un morceau. La musique pop a une dynamique aussi qui est plus limitée. La plupart des musiques populaires d'aujourd'hui, y compris la pop, ont une dynamique qui est souvent inférieure à 10 décibels et peut même atteindre seulement 4, voire 3 décibels. Alors j'ai mis de la variété, j'ai mis un doshi dans la variété. C'est juste histoire d'avoir un exemple en termes, parce que c'est plus un côté peut-être un peu plus rock quand même. La musique de variété, comme la plupart des genres de musique moderne, peut avoir une dynamique relativement limitée en raison de l'utilisation intensif de la compression, etc. La dynamique est souvent inférieure aussi à 10 décibels. Par exemple, Indochine, alors j'ai pris ça parce que je suis pas très variété. Indochine, l'aventurier, de l'album qu'il y a sur Deezer de l'époque, il a 12 de décibels. Et pour autant, malgré qu'il ait une très grande dynamique, c'est pas super joli à écouter. Je trouve que, et j'ai pris plus de plaisir à écouter J'ai demandé à la lune avec ses 6 décibels de dynamique. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il y a une meilleure harmonie entre les instruments. Il y a quelque chose d'un peu plus joli à écouter, c'est un peu plus doux, et on entend un peu mieux tous les instruments. L'aventurier, on a des plus grandes différences, notamment avec la batterie, ce qui fait qu'on a quelque chose de plus fin. La voix est pas aussi belle et pas aussi bien mise en avant, je trouve, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est un peu plus fin, c'est plus clair, mais ça manque d'harmonie, je trouve, en comparaison. Mais c'est peut-être moi, c'est peut-être mon côté moderne. Des personnes un petit peu plus âgées qui ont plus l'habitude de ces dynamiques-là, de ce rendu-là, vont préférer peut-être ce son-là. Le blues, donc pareil, c'est environ 10 décibels, un peu comme le rock. Le métal. Alors moi, j'écoute beaucoup de métal. Le métal, lui, il a une dynamique très limitée. Donc c'est souvent inférieur à 10 décibels. Pourquoi c'est aussi limité? Et ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi d'avoir ce petit truc-là. Dans le métal, cette plage est souvent plus restreinte que dans d'autres genres musicaux. Pourquoi? Parce que le métal cherche à créer un impact constant et à maintenir une intensité élevée. Si nous mesurions cette dynamique en décibels, elle pourrait varier, mais elle ne serait pas aussi large que dans la musique classique, que l'on peut passer d'un murmure presque inaudible à un crescendo orchestral retentissant. Le problème étant que, voilà, donc en termes de décibels, un morceau de métal pourrait avoir une dynamique allant de 6 dB à 15 décibels, ce qui est relativement modeste. Et cela dû à plusieurs raisons. Et ça, c'est important, et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de le développer dans le métal. L'intensité recherchée.
Les fans de métal viennent pour l'énergie brute. Ils veulent que chaque riff de guitare, chaque coup de batterie soit aussi puissant que le précédent. Une dynamique plus large signifierait des moments plus calmes, ce qui pourrait diminuer l'intensité globale du morceau. C'est quelque chose qui est aussi vraiment recherché, l'intensité. On veut chercher à capter toujours ce truc-là. Quelque chose de trop doux, on va beaucoup moins bien l'entendre, bah du coup, on va perdre un peu ce truc-là. Là, on veut garder un petit peu ce truc-là. D'ailleurs, quelques exemples. System of a Down, Chotsué, 6. Spirit Bot Constance, qui était tout juste sorti, 6. Hypnogaja, They Don't Care, 4. Et pourtant, elle est extrêmement bien mixée. Elle est très jolie à écouter. Rammstein Deutschland, 6. Et pourtant, je la trouve qu'elle a beaucoup... Elle est très vivante, elle a beaucoup d'impact. Et elle est, encore une fois, très bien mixée. La production musicale. Les producteurs utilisent des outils comme la compression pour équilibrer les niveaux sonores. Donc ça, ok, donc ça c'est le truc de base. Donc voilà. Les limites techniques. Les équipements d'enregistrement et de reproduction ont leurs limites. Si la dynamique est trop grande, les sons les plus doux pourraient se perdre ou les moments les plus forts pourraient être déformés lorsqu'ils sont joués sur des systèmes audio moins performants. Le contexte d'écoute. Imaginez écouter de la musique avec une dynamique très large dans votre voiture ou via des écouteurs pendant que vous courez. Les passages doux seraient difficiles à entendre parce qu'ils seraient trop faibles par rapport à l'environnement. Et l'effort pourrait être trop intense. Et là, du coup, vos oreilles pourraient trop perdre, surtout sur ce passage de l'un à l'autre, et ça pourrait être beaucoup trop agressif. Le métal, souvent écouté dans ces contextes, est donc produit pour avoir un volume plus uniforme. En résumé, la dynamique dans le métal est conçue pour maintenir une intensité constante et s'assurer que la musique a l'impact désiré, peu importe où ou comment elle est écoutée. C'est une question d'équilibre entre l'expression artistique et les contraintes techniques, tout en répondant aux attentes des auditeurs. Voilà pourquoi c'est pas aussi grand. Donc là, pareil, vous avez plein de sources, je vous les mettrai, j'en ai plein. Il y en a plein là-dessus. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur ce sujet. Alors certes, je sais, mon sujet n'est clairement pas parfait. Le LUFS, pour tout vous dire, c'est un peu compliqué. La dynamique, c'est quelque chose qui va un peu plus me parler. Ce qu'il faut comprendre, j'en avais déjà parlé dans mes vidéos de debunk là-dessus, c'est que la dynamique, bah, ça fait pas tout. Et c'est même encore pire que ça, parce que Delay n'a pas une très mauvaise dynamique, puisque j'en avais parlé de ce morceau-là, je vais revenir un peu dessus. Mais il est très intéressant de voir que, par exemple, alors Calamity de Anisoke, j'aime beaucoup ce morceau, mais pour autant, ça manque un peu d'expressivité. Et là où un Bad Omens a la même dynamique, donc ce même morceau a la même dynamique que celui-là, alors que 6 décibels, et ben je trouve que celui de Bad Omens est beaucoup mieux mixé, c'est mieux harmonieux, c'est plus percutant, et on a un côté où j'ai cette impression que c'est plus dynamique. Et ça, c'est très fort. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les mixeurs, ils ont beaucoup, et les mixeurs et le mastering en général, ils ont tout plein de plugins, tout plein de choses, tout plein d'outils pour optimiser le rendu de la musique, optimiser à ce que chaque instrument puisse avoir une excellente expression sans pour autant dépasser en termes de dynamique, sans pour autant que ce soit désagréable. Il y a beaucoup de facilité pour créer quelque chose qui soit dynamique sans que ce soit réellement le cas. Ça, ce sera le but pour une prochaine vidéo. J'ai déjà quelques petites choses par-ci par-là pour m'aider, et je pense qu'il y a beaucoup de mixeurs qui vont pleurer quand je vais faire ma vidéo dessus, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, le mixage n'est plus le même qu'il y a des dizaines d'années, parce qu'on a une gestion numérique de cet enregistrement qui va être beaucoup plus précise, avec beaucoup de facilité ou d'astuces pour créer quelque chose qui va avoir cette impression dynamique. Et par exemple, il faut que je retrouve ce morceau-là qui date de 2020, We Had Everything de D-Lane. En gros, elle a 6 décibels de dynamique. Et pourtant, qu'est-ce que ça sonne mal? Ça sonne plat, ça sonne... Elle est très jolie. J'aime beaucoup cette musique, mais elle sonne extrêmement plat. Elle n'a aucune expression. Et ce qui fait que, autant je l'aime bien, autant je trouve que là-dessus, elle est foireuse. Et là où un Bad Omens, qui est à peu près dans cette même idée, un mixage qui est terriblement supérieur, et ce qui donne à ces morceaux-là quelque chose de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus percutant, de beaucoup plus vif, et ce qui fait que ça donne cette impression, on n'a pas l'impression qu'on est sur la même chose. C'est quelque chose de très très intéressant de ce point de vue-là. Je trouve que moi j'ai trouvé ce truc vraiment génial de comparer ça, et de me dire, ah ouais, ah mais en fait ça veut rien dire. Et on va finir là-dessus. Ce qu'il faut comprendre dans tout ça, hop, juste chercher autre chose en même temps. Ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que, en gros, c'est bien de savoir... hop, ici. C'est bien de savoir que on a une très très grande dynamique pour nos morceaux. Ici, par exemple, c'est le cas.
Mais ça sert pas forcément à grand chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait qu'on sache quelle est la dynamique d'un morceau, le fait qu'on sache la dynamique de son fichier, on s'en branle d'une force. D'une part parce qu'on n'est plus dans les années 2000 et que malheureusement les enregistrements des années 2000, ça a été terrible pour beaucoup de morceaux. Metallica s'est fait défoncer pour ça avec Death Magnetic. Et effectivement, quand je l'ai réécouté, je l'ai trouvé absolument ignoble. Mais aujourd'hui, on a cette réappropriation de cette dynamique, de par les sites de streaming qui ont normalisé le volume, avec la norme LUFS du coup, mais aussi par le fait qu'on ait cet avantage aujourd'hui d'avoir aussi une plus grande envie, d'avoir des morceaux qui soient bien mixés. Et on a énormément d'outils, beaucoup de choses qui vont nous aider. Ici, vous avez DR, donc Dynamic Range, loudness-war.info. Ce site-là, il va permettre en gros de se faire une idée de, tiens, tel album a telle dynamique. Alors, moi, je me suis éclaté, j'ai regardé ça. Vous avez ces morceaux-là. Alors, j'ai écouté un truc de John Cage. Ce mec-là a des soucis. Alors, j'écoute des trucs chelous, hein. Mais lui, c'est carrément des expériences, ces morceaux. Alors, c'est bien, c'est super dynamique, hein, c'est génial. Mais ça n'apporte rien. Musicalement, c'est chiant. Alors, moi, c'est pas du tout ma vision de la musique. Peut-être pour certains, mais à ce moment-là, vous prenez du LSD, les gars. Mais non, ce qui fait que vous avez cette idée de, tiens, voilà les dynamiques. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça qui sont au-dessus. Et beaucoup vont descendre en fait dans quelque chose qui est déjà connu. Donc ce que peut gérer Apple, il me semble, ou Tidal, vous avez déjà ces trucs-là, où on est plus entre 18 décibels de dynamique. On a dynamique maximum, minimum, etc. Donc vous avez beaucoup de morceaux qui sont déjà dans cette idée-là, et qui fait que ça ne dépasse pas réellement les normes qui sont mises en place de par les sites de streaming. Et pourtant, c'est une très grande dynamique. Encore une fois, les 12, les 10 que j'ai trouvés. Je sais pas si j'ai plus que ça, j'ai pas trouvé plus que 12, en tout cas pour moi sur Deezer, avec ce que j'ai. Mais peut-être que là-dessus, vous avez peut-être des morceaux là-dedans. Vous pouvez peut-être chercher. Et encore une fois, justement, sur ce site-là, vous avez les liens et vous avez justement TTRDR Offline Meter, donc là, après c'est avec l'ancien algorithme, sur Windows qui vous permet en fait de vous donner un peu une idée de la portée dynamique en décibels de vos morceaux que vous avez en CD, etc. Reste à voir, est-ce qu'il y a vraiment des différences entre chaque site de streaming? Je ne sais pas. Ce que j'ai remarqué, je commence un petit peu Qobuz, je vais voir si je peux chercher un petit peu plus. J'ai un mois gratuit. Et j'ai remarqué que Qobuz, à volume équivalent, ça sonne plus fort du côté de Qobuz. C'est quelque chose que d'ailleurs j'avais vu sur un forum là-dessus, où plusieurs personnes se posaient cette question-là, et plusieurs personnes ont dit aussi, oui, je confirme, ça sonne plus fort. Alors que pour autant, ils sont censés avoir quelque chose d'un petit peu plus grand en termes de dynamique, donc c'est censé sonner par défaut, en moyenne, un peu plus faible. Donc ils ont géré le gain, j'en sais rien. Mais ce qui fait que voilà, c'est des petites choses par-ci, par-là. Donc attention au volume, encore une fois. Attention au fait de donner trop d'importance au fichier. Donner trop d'importance à la dynamique. Donner trop d'importance au lossless. Parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Et on va le voir aussi dans le mixage. Il y a beaucoup de choses dans le mixage qui fait que, oui, c'est bien d'avoir une bonne dynamique, mais ça fait pas tout. Et ça, on en reparlera une prochaine fois. Dans un prochain épisode de ce que je suis en train de faire en ce moment. J'espère que vous appréciez ça. Mais en gros, profitez de la musique. Si vous trouvez que ça sonne bien, c'est le principal. Si vous trouvez que ça sonne pas bien, c'est que ça a été mal fait. Mais ça veut pas dire que c'est forcément plus dynamique ou pas. Donc testez, encore une fois. Si vous avez des fichiers en clair, testez. Et je suis sûr que même vous risquez d'être surpris de ce que vous pouvez voir comme dynamique par rapport à un autre morceau où vous avez l'impression que c'est moins bien fait. Donc c'est mieux fait. Et vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup de morceaux qui sonnent extrêmement bien en ayant une dynamique pas ouf, et d'autres qui sonnent extrêmement mal avec une dynamique qui est énorme, mais parce que c'était mal fait. Et qu'on se dit que certains sont très dynamiques, et en fait non. Sur ce, à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Il va y avoir une petite pause, et on se dit à bientôt.